Je suis la dernière personne entre vous et l'apéro. Donc je vais essayer de faire ça avec le moins de mots possible et en essayant de vous garder éveillé. Je suis Lucas Vendroux, je suis d'une compagnie qui s'appelle Vioun. On est une spin-off de l'ETH à Zurich, donc le PFZ. Et on se spécialise dans l'inspection visuelle de la qualité, comme beaucoup d'autres compagnies aujourd'hui, spécifiquement sur des problèmes très subjectifs. Donc il y en a beaucoup en horlogerie, il y en a aussi beaucoup dans d'autres industries. Je vais couvrir un cas spécial justement sur l'industrie un tout petit peu parallèle à l'horlogerie, mais je pense que ça devra vous rappeler des choses que vous avez dans votre corps de métier aussi. Donc juste pour commencer rapidement, nous on a été créé en 2020. Moi personnellement j'ai étudié le machine learning et le computer vision ici en Suisse. Ça m'a amené en Chine, j'ai travaillé sur des voitures autonomes là-bas, jusqu'à ce qu'on se rende compte que en 2018, on était déjà assez loin dans les voitures autonomes. On s'est dit pourquoi pas utiliser la même technologie dans l'industrie pour voir des défauts. Et c'est un peu comme ça que c'est parti. Et 2 ans plus tard, on avait une compagnie qui sortait de l'ETH. Je vais expliquer un peu plus en détail après ce qu'on fait. Mais j'aimerais bien décrire un peu, revenir un peu en arrière et essayer de vous donner plus un aperçu de qu'est-ce que c'est que le machine learning, qu'est-ce que c'est que le deep learning, et puis en fait un peu comment ça marche. L'idée c'est qu'au final quand vous partez ce soir et qu'après vous avez besoin de prendre une décision dans votre usine, dans votre compagnie, vous avez un peu vous voyez les engrenages du système. Parce qu'au final c'est pas du tout une boîte noire, c'est très similaire à des choses qui ont été utilisées depuis très longtemps, c'est juste plus gros, plus complexe, mais c'est les mêmes concepts. Donc c'est vraiment mon objectif, c'est que vous ressortiez d'ici avec une compréhension du machine learning et surtout du deep learning plus aboutie. Donc avant de commencer, on va revenir sur qu'est-ce que c'est que l'inspection visuelle de la qualité. Je pense que après tout ce qu'on a dit, après la conférence de Fabien, c'est quelque chose d'assez simple. On va prendre le cas, c'est une personne qui va regarder un objet avec soit des outils logiciels ou hardware. Et donc, je veux que vous vous mettiez un peu dans la peau d'un inspecteur de la qualité, et on va faire un petit jeu. Donc ça, c'est un cas que nous, on a eu sur un de nos clients, c'est une pièce en plastique qui sort justement du moule. Et là, dans ce cas spécifique, en fait, ils vont produire des milliers de pièces par jour, sans défaut, mais ils veulent un système qui justement est capable de repérer les défauts. Fabien a parlé des systèmes qui sont non supervisés. Dans ce cas-là, eux, ils voulaient un système qui était supervisé et on voulait avoir une manière de tester si le système fonctionnait. Donc on a créé justement des défauts virtuels. Et là, je vais vous demander de me dire si vous arrivez à voir les défauts. Donc il y a 3 défauts. Vous avez l'image à gauche qui est on va dire une image sans défaut. Alors qu'est-ce qui pense qu'il y a un défaut dans l'image A? Très bien. L'image B, C, ok, D, E, F, G, H. Ok, je pense qu'il y a quand même un consensus assez grand. On va dire que c'est un cas assez facile. Donc, presque tout le monde a raison. Maintenant, on va aller à quelque chose d'un peu plus complexe. Quelque chose qui a peut-être un peu plus de lien avec ce que vous faites dans l'horlogerie. Ici, on se retrouve chez Rolomatic. Je ne sais pas si certains connaissent ce fabricant de machines. Donc, il va faire des machines qui vont permettre de faire des outils de coupe. Et donc, pour vérifier la qualité de leur machine, ils vont inspecter les premiers outils de coupe qui ont été créés. Quand je dis un outil de coupe, c'est un forêt, comme on voit ici. Et ils vont regarder justement l'aspect de l'angle de coupe. Et donc, pareil, c'est exactement le même problème. Il y a 3 pièces qui ont un défaut ici. Alors, qui c'est qui pense qu'il y a un défaut en A? Ok. Il n'y a pas de défaut. En B, pas de défaut non plus. C, bien. Je vois qu'on est avec des gens spécialisés là-dedans. En D, pas de défaut sous là. E, effectivement. F, faut prendre des risques. Bon, après les 2 autres n'ont pas du tout de défaut. Je tiens à vous dire quand même que vous êtes, je pense, le meilleur public que j'ai eu sur ce problème-là.
Il y a pas mal de noms, il y a pas mal d'études qui ont été faites. Je pense que monsieur vous en parliez aussi avant. Les humains ne sont pas capables de voir tous les défauts. De manière, si on prend une seule personne, statistiquement, ils ne vont pas détecter tous les défauts qui vont passer pour eux. Il y a différentes techniques, on peut mettre plusieurs humains, on peut changer un peu le contexte pour être sûr d'augmenter la probabilité qu'ils vont détecter les défauts. Ça dépend aussi des pièces qui sont inspectées, de l'industrie, de plein de choses. Mais au final, ce qu'on reste vraiment, c'est qu'un humain n'est pas 100% parfait, et au final, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche des solutions qui nous permettent de faire de l'inspection avec un taux de détection plus élevé. Donc, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans la technicité, en termes de, en fait, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à utiliser Deep Learning, qu'est-ce que ça vraiment amène. Je pense que vous savez très bien qu'il y a des systèmes qui existent pour automatiser l'inspection visuelle de la qualité depuis 50, 70 ans, bien avant que le Deep Learning existe. C'est quoi ce que c'est la différence entre ces deux systèmes? Au final, sans casser tout le suspense, il n'y a pas tant de différence que ça. Il y a juste une étape, on va dire, qui est rajoutée avant. Donc, peut-être pour commencer un petit peu, je pense que Fabien a donné un bon exemple justement de comment est-ce qu'on peut créer un modèle de machine learning avec un logiciel. Ce qu'il faut comprendre, est-ce que c'est vraiment la différence majeure entre du deep learning et on va dire quelque chose de plus traditionnel, où on va créer justement un set de règles en disant, bah écoutez, si dans cette image, à cet endroit-là, le pixel est noir, ça veut dire qu'il y a un défaut ou pas. Ça va être un humain qui va le définir spécifiquement, soit en programmant, soit dans un logiciel où on va pouvoir justement définir des critères. La différence qu'on va avoir avec du deep learning, c'est qu'en fait, ces critères-là, ils vont être définis par le système. C'est ça qu'on va appeler l'apprentissage. Et que pour que ce système-là, il puisse définir justement quels sont ces critères à appliquer à l'image pour détecter oui ou non s'il y a un défaut, il va utiliser justement les données qu'on va lui donner. Et ces deux-là, en fait, ce que je dis, il n'y a pas autant de différence que ça entre le deep learning et quelque chose de plus standard. C'est juste que dans ce cas spécifique du deep learning, on va être une étape avant, où là, on va justement donner les données qu'on aurait utilisées pour regarder, ok, si c'est là noir, alors il faut que je mette dans le logiciel, ça c'est noir, ça veut dire que c'est pas bon. C'est le système lui-même qui va apprendre de ces données-là comment faire cette inspection-là. Et c'est assez important parce que ça change vraiment la manière dont on pense au problème et aussi dont on collecte les données. Donc, il y a aussi deux questions que j'aime bien, qui reviennent souvent dans l'industrie. Généralement, quand on regarde le logiciel, c'est toujours des choses qui sont défendues. Aujourd'hui, quand on parle de ChatGPT, on entend des sommes absolument incroyables, des millions pour entraîner le modèle, des data centers remplis d'ordinateurs qui travaillent des semaines entières pour pouvoir avoir quelque chose. Et ensuite, vous arrivez dans le business et on vous dit non, mais pas de problème, vous me donnez 5 images et le système, il marche à 100%. Et la question c'est, est-ce qu'il y a un truc où comment ça se fait que la personne qui vient me parler, qui vient me vendre son système, il me dit qu'en 5 images ça marche, et dans certains cas ça marche totalement, alors que ce qu'on entend dans les news et tout, ça coûte beaucoup d'argent, et ça prend beaucoup de temps. Il y a deux choses. Il y en a une qui a été expliquée. Ah, bon. Il y en a une qui a été expliquée un peu plus tôt. Au final, les cas en industrie sont beaucoup plus simples. Je peux vous donner un exemple concret. Si vous avez une voiture qui se conduit toute seule, vous savez que chaque croisement de rue il va être différent. Chaque jour, la météo va être différente. Toutes les voitures vont être différentes. Le cas, il ne va jamais y avoir deux cas pareils. Ça va y avoir énormément de variables différentes qui vont arriver. En industrie, généralement, et ça c'est quelque chose qu'on est très fort, c'est on va créer des machines qui vont nous permettre d'avoir toujours une image très similaires les unes aux autres. Donc on va se retrouver en fait avec des images à analyser qui sont très similaires les unes aux autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de critères déjà différents à prendre en compte. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, tous ces modèles qu'on va utiliser, ils ont déjà en fait appris sur des systèmes beaucoup plus, ou des problèmes beaucoup plus complexes. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez regarder, il y a vraiment plein de modèles qui sont déjà gratuits, de Google, de Meta, où eux ont dépensé justement des millions pour créer ces modèles, les entraîner sur des millions d'images, même des milliards, pendant des semaines. Et vous, ce que vous pouvez faire, ce que tout le monde fait, et ce qui est complètement normal, c'est prendre ces modèles-là qui sont déjà capables, plus ou moins, je ne les utiliserai pas directement pour conduire ma voiture, mais qui arrivent vraiment à ce niveau-là de compétences. Et en fait, on va juste utiliser peut-être une toute petite partie de ce qu'ils sont capables de faire, spécifiquement pour le cas de problème en manufacturing. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver justement avec juste très peu d'images
à pouvoir en fait entraîner des modèles qui sont très très compétents. Je ne sais pas si vous avez une question là-dessus, si c'était clair ce que j'ai essayé d'expliquer. Parfait. La deuxième chose, Fabien qu'on a parlé, c'était est-ce que c'est possible pour un modèle d'apprendre à reconnaître un défaut qu'il n'a jamais vu? En gros, quelque chose de non supervisé. Donc, on va montrer, comme Fabien a dit, des images toutes pareilles, et puis il va justement détecter les choses qui sont différentes. Et là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'est-ce qui se passe en fait dans le modèle. Et là, comme disait Fabien, il faut détecter ce qui va être différent. Et une manière dont vous pouvez le représenter, c'est qu'en fait, pour vous donner un autre exemple, je suis désolé pour ça, le modèle spécifiquement, qui va par exemple apprendre à reconnaître des chiens et des chats, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aussi définir ses règles if, else, si ou pas. Est-ce que l'animal que je vois dans cette image a des oreilles pointues ou pas? Est-ce que l'animal que je vois dans cette image a une truffe ou pas? Et au final, c'est un petit peu, on va dire, c'est imagé pour que l'on puisse comprendre, mais c'est exactement ça qui va se passer. Ça va être des sortes de features qui vont être extraites de toutes ces images, qui vont en fait créer une nouvelle représentation. Et après, c'est en utilisant cette nouvelle représentation de l'image que le modèle va prendre une décision, est-ce qu'il y a un défaut ou pas. Mais on peut aussi s'arrêter avant et se dire, j'ai eu plein d'images similaires, et elles ressemblaient à ça. Maintenant, j'ai des nouvelles choses qui apparaissent, par exemple, tout d'un coup, j'ai plus d'oreilles pointues sur cet animal-là. Potentiellement, ça veut dire que c'est pas un chat. Donc là, on va se retrouver avec quelque chose de nouveau, que le modèle ne connaît pas, mais qui sait qu'il y a potentiellement un problème. Je ne sais pas si c'était plus ou moins clair ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est toujours pour vous essayer de vous donner un peu une appréciation un peu meilleure de comment ça fonctionne et de pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça. On peut revenir après dessus dans les questions si c'était pas clair. Et donc pour rebondir là-dessus, on va dire quelques règles un peu... donc si vous la regardez là, c'était généré par de l'IA, c'est pour ça que justement le texte est un peu plus intéressant. Mais il y a quelques règles assez simples que vous pouvez généralement utiliser pour savoir si ça vaut la peine ou pas d'investir dans du machine learning, spécifiquement pour un problème où on veut faire de l'inspection qualité. Généralement, comme je l'expliquais, deep learning, ça va finalement faire quelque chose d'assez similaire, où ça va définir en fait toutes ces règles pour détecter des défauts, mais ça va le faire beaucoup plus grand. Donc en gros, si on se retrouve avec des problèmes où, c'est pareil, on pourrait pour une voiture autonome se dire, je veux m'asseoir et je veux définir toutes les règles qui font que la voiture va être conduite correctement. Mais on se rend compte que c'est beaucoup trop compliqué, parce que s'il pleut, il faut que je fasse de nouvelles règles, s'il fait nuit, il faut que je fasse de nouvelles règles, si tout d'un coup je vais en Angleterre, on conduit de l'autre côté, il faut que je fasse de nouvelles règles. L'idée c'est, je donne des données, et c'est le modèle lui-même qui va faire ses filtres et qui va faire ses conditions. Ça, si on se trouve dans un cas où il y a beaucoup trop de problèmes à prendre en compte, généralement aussi, si on ouvre un peu l'inspection, par exemple, on ne contrôle plus la lumière, on ne contrôle plus la position de la pièce. Dans ce cas-là, c'est des nouvelles variables qui apparaissent, ça va peut-être être trop compliqué de définir à la main tout ce qu'il y a besoin de checker pour savoir s'il y a un défaut ou pas. Dans ce cas-là, le deep learning, c'est une bonne approche. Aussi en termes de flexibilité, ça revient pareil. Si tout d'un coup on ne peut pas fixer la pièce, on ne peut pas fixer la lumière, aussi on revient, on va laisser justement le modèle apprendre de lui-même des images qu'on lui donne, quelles sont les choses importantes auxquelles il faut regarder. Les deux derniers points, c'est des points qu'on va traiter un peu plus après, qui ont vraiment rapport avec la subjectivité. C'est comme en fait on donne des images au système pour que lui définisse les règles. On peut utiliser ce cas-là, par exemple, pour récupérer des informations de plusieurs personnes. Ce n'est pas une seule personne qui se retrouve en face de l'ordinateur à définir les règles. On peut agréger les connaissances de plusieurs personnes, au finalement des données ou des images qu'on leur donne, pour que le modèle, lui, apprenne de « Ah, ok, donc dans ce cas-là, je sais pas, j'ai 5 personnes, 5 visiteurs qui disent que ça c'est mauvais, j'en ai que 2 qui disent que c'est bon, peut-être qu'il faut que je considère plutôt mauvais que bon. » Et ça rappelle en fait des problèmes de subjectivité où au final on n'est pas capable de donner clairement si c'est oui ou non, ou qu'est-ce que c'est que les règles exactement qu'on veut utiliser pour définir. Ça c'est le cas de Rolomatic, je vais y revenir après dans l'étude de cas. Par contre, les choses qui ne sont pas forcément besoin de machine learning et au final pas le temps, si vous avez besoin de faire de la mesure, au final c'est compter des pixels dans une image. Peut-être que pour détecter l'endroit qu'on veut mesurer, on peut utiliser du machine learning, mais pour compter des pixels, au final, ça ne sert à rien d'inventer un modèle qui fait ça, on peut directement les compter sur l'image. L'autre chose, c'est pour son aide vitesse très élevée. Ça va de plus en plus vite, il y a de plus en plus de recherche qui est faite dedans, il y a des nouveaux dispositifs, des nouveaux hardware qui arrivent. Mais encore aujourd'hui, si on veut être à des vitesses
absolument hallucinantes, on sera toujours plus rapide avec quelque chose qui est justement, on va dire, basé sur des règles et pas sur du machine learning. Et au final, si vous pouvez vous-même définir les règles très facilement, ça peut clairement être fait avec du machine learning aussi, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc, si le problème est assez simple et que vous pouvez clairement le définir, n'utilisez pas de machine learning si c'est pas nécessaire. Donc voilà pour ça. Pour revenir, comme j'ai dit, la chose qui va changer avec le deep learning, c'est justement les données qu'on va donner au modèle. Et c'est ça qui va vraiment influencer que le modèle va apprendre de la bonne manière ou pas, qu'est-ce que c'est qu'un défaut ou pas. Et en fait, nous, sur le quoi on se focus à Vioun, c'est vraiment ça, c'est cette collecte de données en fait. C'est pas le modèle à la fin, il y en aura toujours des plus performants qui sortent tous les ans, même tous les mois. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est les données que vous avez, les informations que vous avez vis-à-vis de votre qualité et que vous allez pouvoir donner à ces modèles. C'est ça qui va faire toute la différence si au final votre système va marcher ou pas. Et aussi pour dire, il y a des modèles, il y a des systèmes qui existent. C'est possible d'automatiser maintenant presque 100% de tout ce qui est fait en inspection visuelle de la qualité. En termes de, si on vous donne la bonne image, il y a sûrement déjà un algorithme qui existe ou un modèle de machine learning qui existe et qui peut le détecter. Mais c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est comment est-ce qu'on arrive à cette image, comment est-ce qu'on arrive à cette connaissance qu'il y a un défaut sur cette image ou pas, qui fait que ça va fonctionner ou pas. Donc ça, c'est un petit diagramme qu'on a fait après en parlant avec plusieurs de nos clients, en essayant de comprendre un peu qu'est-ce qui manque au final dans l'infrastructure, dans une usine, pour capturer en fait les données qui sont nécessaires et aussi qui pourraient nous aider. Donc il y en a une qui pour moi m'a toujours surprise, c'est qu'il y a très peu encore, et c'est toujours aujourd'hui, d'usines dans lesquelles on va capturer 100% des photos, par exemple, qui sont faites pendant le visitage. Aujourd'hui, on a des machines sur lesquelles il y a des senseurs qui prennent des données et ça, on va les garder. Par contre, en termes de données visuelles, il y a très peu aujourd'hui de gens qui vont les conserver. Ça fait beaucoup de données, c'est vrai, mais c'est vraiment une information qui est critique et qui est vraiment nécessaire pour le système. Ça va aussi avec le fait qu'en termes numéro 2, il n'y a pas forcément d'infrastructure. Aujourd'hui, on discute, le cloud est encore très peu accepté dans l'industrie. Ça peut être une solution, surtout si on a une énorme quantité de données qui sont à gérer. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut gérer de manière interne ou pas? Ça, c'est d'autres questions. Au final, il y a quelque chose qui est aussi très important. C'est pas forcément simplement de capturer les images, mais c'est après de digitaliser la décision qui est prise sur ces images. Il y a beaucoup de choses qui se passent où c'est pas forcément une seule personne qui va dire cette pièce est bonne ou c'est mauvaise. Dans les cas simples, clairement, ça va être l'opérateur qui va regarder, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça passe. Mais après, ce qui est le plus intéressant, c'est les cas où c'est un petit peu plus compliqué. On l'a vu avec Fabienne, il y a aussi ce système dans leur système, toujours cette collaboration. Comment est-ce qu'on prend en compte les discussions qui sont faites autour des pièces et des défauts? En fait, c'est ça qui fait vraiment la qualité d'un produit et la qualité d'une compagnie. C'est vraiment cette discussion qui est faite, ce processus de je regarde, ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, je vais demander, je sais pas, aux achats, je vais demander à quelqu'un d'autre qui sait, qui a les compétences de faire ça. Et au final, avec tout ça, c'est qu'il n'y a pas forcément de vision en temps réel de ce qui se passe en termes d'inspection visuelle de la qualité. Ça dépend un peu comment les processus sont gérés dans vos usines, mais aujourd'hui c'est difficile de dire, dans la plupart des cas, aujourd'hui on avait, je sais pas, 3 défauts spécifiquement sur ce produit, c'était ces défauts-là, peut-être dans la journée possible, à la minute, clairement ça peut être très difficile. Donc au final, si on devait un peu rechanger, et ça je pense que c'est quelque chose que si vous arrivez à le mettre un peu dans l'hôtel, à mettre en pratique, ça peut être quelque chose qui apporte beaucoup de valeur à votre entreprise. C'est justement d'avoir une stratégie de comment est-ce que je vais collecter ces données visuelles et toutes les données qui sont liées à ces images. Donc, chose assez simple, acquisition des images, ça veut dire je sais pas, acheter un microscope par exemple qui permet de prendre des photos et d'utiliser un microscope analogique et avoir quelque chose où ces photos sont stockées. Et ensuite de pouvoir avoir les décisions des opérateurs, et ensuite de toute l'équipe qualité, peut-être même ensuite des clients qui on a demandé. Donc, est-ce que ça c'était bon ou c'est pas bon? Ça c'est ce qu'on appelle une défotech collaborative. Après, la possibilité de gérer aussi et de pouvoir accéder à ces images partout. Donc là, on revient un peu question de comment est-ce qu'on rend accessible des données dans l'usine, ou même à l'extérieur de l'usine, si on veut que certains clients puissent nous donner un feedback.
spécifiques sur la qualité des pièces qu'on produit pour eux. Et ça nous donne justement la possibilité d'utiliser de l'IA, parce que cette fois-là, on a de la data. Donc on n'a pas forcément besoin d'attendre en disant je vais voir ce fournisseur. C'est-à-dire que le fournisseur il va venir, il va mettre en place un système qui va capturer des données. Ensuite, une fois qu'on a capturé les données, on va pouvoir commencer à entraîner un modèle pour ensuite produire de la valeur. Ici, là, vous avez déjà vos données, vous savez les défauts qui sont, vous savez la quantité de données que vous avez. Vous pouvez même tester plusieurs fournisseurs directement en leur disant voilà, ça c'est le jeu de données qu'on a, c'est le problème sur lequel on travaille. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre système? Est-ce que vous arrivez à atteindre ou pas les critères dont nous on a besoin pour avancer en production? Et au final, ça vous donne aussi une vision globale de ce qui se passe en temps réel. Donc ça c'est vraiment essayer de voir un peu plus comment est-ce que c'est possible de capturer ces données et au final quelles sont la valeur que vous pouvez en tirer même avant d'atteindre une automatisation en tir de l'AI. Voilà. Donc on va passer au cas réel. Bon, ça pour la petite histoire, c'est quand on demande à DALL-E, donc c'est la fonction pour générer les images de ChatGPT, ce que c'est qu'une usine en Suisse, c'est ça qui sort. Donc, on reprend l'exemple que vous avez donné chez Rollomatic, donc leurs outils de coupe. On est là, Rollomatic, quand même plusieurs dizaines d'années, je crois qu'ils ont fêté leurs 75 ans bientôt. La plupart des opérateurs qui font la validation des machines, qui sont même pas des opérateurs, qui sont justement les gens qui valident spécifiquement les machines, ils ont 12 à 15 ans de métier spécifiquement. Tous les jours, à regarder des pièces comme ça, dire ok, ça, la qualité est bonne, pas bonne, c'est là on peut l'envoyer chez le client ou pas. Donc nous, on s'est dit, c'est parfait, on va capturer des images, et puis on va demander à tous ces spécialistes qui ont 15 ans de maison si la qualité de la pièce est bonne ou pas. Et ça, c'est les résultats qu'on a eu. Donc en total, c'était 107 pièces. En haut, je ne sais pas si vous arrivez à lire, donc on a OK, c'est pour bonne pièce. Des cas, ça va être, je ne sais pas, donc no. Donc les cas où on est un peu incertain, généralement on va demander à un collègue de revérifier. Et NG, not good, donc pas bon. Et on a regardé, donc on voit sur les 107, il y en avait 5 pièces, tout le monde était d'accord, ces pièces sont bonnes, parfait, on peut envoyer ça chez le client. Il y avait 11 pièces où personne n'était, tout le monde était un peu incertain. 19 pièces où tout le monde était d'accord que c'était pas bonne. Et après, on commence à arriver un peu dans les endroits qui sont assez intéressants. Donc, on se rappelle, ici on a 4 opérateurs qui ont 15 ans de maison, qui sont les gens qui vont justement qualifier ces machines et les envoyer chez les clients. Et là, on se rend compte que, bon, certains vont dire que c'est très bon, d'autres ne sont pas d'autres. Certains vont dire que c'est pas bon, d'autres qui ne savent pas. Et on va se retrouver par contre avec 10%, où on va avoir au moins un des 4 opérateurs qui dit ça c'est une pièce qui est qualité parfaite, on peut envoyer ça chez le client, et un qui va dire non, ça c'est pas du tout bon, il faut retravailler sur la machine. Et ça c'est ça le problème. Là on a vraiment un problème de subjectivité au niveau ici, et ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Non. Peut-être que sur cette pièce-là, tout au bout, au final, tout le monde a dit que c'était OK et le client est content. Mais qu'est-ce qui se passe si justement, au final, c'était pas si bon que ça, et le client envoie la machine, ou justement, il demande des dédommagements, on perd la réputation, potentiellement ça peut coûter très cher si vous refaire revenir la machine et retravailler dessus. On a un sérieux problème ici. Ce qui était intéressant de discuter de ça aussi avec, pas forcément les opérateurs qui faisaient la qualification des machines, mais les opérateurs qui construisaient les machines et qui, eux, ensuite, doivent aller faire valider leur machine, c'est qu'ils savaient très bien quel type de personne, quand, allait leur dire que la pièce était bonne, ou quelle personne fallait éviter qui parlait à ce moment-là de la journée, sinon on était sûr de retourner travailler sur la machine. Donc là, l'idée avec Rollomatic, c'était vraiment, ok, on a définitivement des cas où, justement, en fonction de qui on va demander, la qualité de la machine va changer, alors qu'au final, factuellement, la qualité est là. Est-ce qu'on peut créer un système qui va nous permettre de standardiser cette qualité de la machine? C'est-à-dire qu'on va lui donner cette image-là, et au lieu d'avoir demandé à un opérateur et d'espérer que cette personne qui fait la validation de la machine donne la bonne réponse, on va avoir un système qui nous dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc c'est ce qu'on a fait avec eux. On a pris donc justement ces 107 images. Si vous voyez à droite, c'était le proof of concept qu'on a construit avec eux. Donc eux, ils travaillent sur une Keyence. Aujourd'hui, le système est intégré directement sur la Keyence. Ils prennent les photos, ils mettent l'image dans le système,
l'image est analysée, et ensuite ils peuvent dire, ben voilà, c'est bon, l'opérateur est d'accord, c'est bon, le système dit que c'est bon, on peut avancer. Ou alors, le système n'est pas trop sûr, ou l'opérateur n'est pas trop sûr. Et dans ce cas, vu que de toute façon l'image est déjà dans le système digitalisé, ils peuvent juste appuyer sur un bouton, s'envoie un email à la team qui fait la validation, et eux, ils peuvent checker depuis leur bureau. Ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Est-ce que ça vaut la peine que je descende dans le shop floor pour vérifier si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, ce qu'on a là, c'est on a un gain en termes de standardisation. Donc cette fois, quand le système dit que c'est bon, vu qu'on a entraîné sur des images d'où on était un peu tous d'accord, si ça marchait, ben, on est sûr que c'est bon. Si le système n'est pas sûr, vu que de toute façon, l'image a été déjà digitalisée, c'est beaucoup plus facile de la partager avec le reste de l'équipe, et on n'a pas besoin de perdre une demi-heure, 45 minutes, le temps que cette personne-là, justement, je sais pas, finisse son meeting pour descendre dans le shop floor pour checker. Potentiellement, on a accès à tout le monde dans l'équipe. Eux, ils peuvent répondre ceux qui sont disponibles, et en 5 minutes, l'opérateur est débloqué et il sait s'il peut avancer avec la machine ou s'il faut qu'il retourne travailler. Donc là, il y a un peu plus de données sur le projet spécifique qui a été fait avec Rollomatic. Donc là, une centaine d'images, et avec cette centaine d'images, il y a 30% des images qui sont classifiées avec confidence. Donc en gros, le modèle est sûr que ça va être bon ou ça va être pas bon. Il n'y a pas de faux positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièces mauvaises qui vont être déclarées comme bonnes. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'en fait, les deux autres tiers, ça va être là où on va avoir besoin qu'il y ait quelqu'un qui revérifie l'image. Plutôt dans le cas là où on envoie juste l'email pour avoir des réponses. Donc ça, c'est le cas que je voulais vous présenter. Juste pour clore la présentation, c'est plus ou moins une autre manière de vous présenter le petit diagramme que je vous ai montré avec l'usine. Quels sont les avantages justement et comment est-ce qu'il faut vraiment penser la capture de données visuelles avant même de penser à comment est-ce que j'automatise et comment est-ce que j'utilise de l'AI. Nous, c'est vraiment les choses sur lesquelles on spécialise, c'est toute cette plateforme et cette infrastructure pour capturer les données, pour pouvoir les partager entre les différentes personnes. Au final, après, on peut toujours entraîner un modèle dessus pour faire de l'inspection automatique, mais au final, vous avez déjà vos données, vous avez numérisé vos process, vous avez numérisé vos connaissances aussi. C'est-à-dire que si un opérateur part à la retraite ou qui change d'employeur, vous gardez justement les décisions qui ont été prises, toute cette défothèque et toute cette connaissance. Donc cet aspect collaboratif aussi, de pouvoir partager, de pouvoir avoir des gens qui discutent, de garder leurs discussions, de garder trace de tout ce qui a été décidé, justement, pour atteindre cette standardisation. Après, bien sûr, on arrive, vu que vous avez data, vous êtes plus flexible, vous pouvez créer de l'automatisation. Je pense qu'aujourd'hui, les gens comprennent plus ou moins qu'il y a de la valeur dans la collection de données, mais c'est une étape à franchir. Voilà, je vous remercie de votre patience, et puis je suis à votre disposition pour quelques autres questions. Et donc, quelles sont les questions ? Ça m'intrigue, j'aurais voulu savoir, imaginons qu'on ait une base de données plutôt grande, avec des photos qui ont été réalisées de manière très répétable, sur des composants différents. On lui dit simplement, voilà, ici, là-dedans, il y a 10% de revues troublées. Il se passe quoi ? On ne lui enseigne rien. On ne lui enseigne rien. Dans ce cas-là, on peut se retrouver dans un système qui est très similaire à ce que Fabien a décrit pour quelque chose de non supervisé. Et en fait, on va pouvoir utiliser un système de machine learning qui ne va pas être entraîné spécifiquement sur ce problème, mais qui va extraire justement toutes les choses que lui il a appris potentiellement de l'entraînement qui a été fait. Et ensuite, sur cette nouvelle représentation des images, on va pouvoir justement chercher si il y a les 10% qui ne ressemblent pas au reste. Et là, à ce moment-là, on serait à même de valider ou non ces prises de décision. De quelle manière vous voulez ? Imaginons qu'il y ait réellement 10% de revues dans ces pièces-là, et on lui dit voilà, ok, oui, tu as eu raison sur celle-là, tort sur celle-là, et ça viendrait alimenter le modèle. Exactement. Dans ce cas-là, on apprendrait au modèle à être beaucoup plus spécifique sur le problème qu'on lui a donné. Ce que vous avez décrit, c'est actuellement une technique qui justement est utilisée aussi en deep learning pour justement comment est-ce qu'on commence un problème pour imagine, je suis Tesla, je ne sais pas combien de milliers ou même de millions de cas de voitures ils ont
qui prennent des images tous les jours. Comment est-ce que je prends les images qui vont vraiment aider mon modèle à progresser? Et c'est justement comme ça, on va regarder justement celles qui ressemblent ou pas le plus aux autres et chercher un peu dans cette représentation des images lesquelles vont être importantes. Et ensuite, un humain peut venir et dire bah, ça t'as raison, ça t'as pas raison. Et finalement, au lieu de passer, je sais pas, 10 ans à regarder des milliards d'images, en 1 heure sur les images qui ont été sélectionnées, on est capable de faire d'amener beaucoup de valeur dans le modèle web. Est-ce que dans les entreprises auprès desquelles vous intervenez, quelles sont les conséquences de votre intervention? Y a-t-il, en termes de personnel employé sur le contrôle qualité, est-ce qu'il y a une diminution du nombre de personnes d'employés sur ce poste-là? Aujourd'hui, à ma connaissance, non. Et l'objectif, ça n'a jamais été d'enlever des employés, mais plus soit d'aller plus rapidement en termes de ce qui est capable de produire, soit de pouvoir mettre ses employés sur d'autres problèmes d'inspection qui sont potentiellement plus compliqués. Généralement, au niveau de l'automatisation, de la prise de photos, ce serait beaucoup plus cher d'automatiser en gros. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas... Est-ce que c'est quand même pas un objectif caché finalement, in fine? In fine, après ça dépend de l'entreprise en elle-même, mais au final, en fin de compte, ces personnes vont partir soit d'elles-mêmes à la retraite, soit justement tout va être automatisé, mais de toute façon, je ne pense pas que cette automatisation à 100% va se passer dans les 5 prochaines années. Mais elle pourrait se passer. Potentiellement, oui. D'autres questions? Merci pour la présentation. D'un point de vue qualité, on est toujours à la recherche de la petite rayure, du petit défaut, etc. Mais des fois, on passe à côté des gros défauts. Est-ce que justement, vous avez montré un exemple avec les pièces injectées en plastique? Est-ce que justement une image suffit pour retrouver ce type de défaut, gros défaut, on va dire, d'un point de vue IA, etc. Donc je reprends l'exemple des pièces plastiques. Ce que vous me dites, c'est, par exemple, une seule image comme ça. Une seule image bonne suffirait pour retrouver les pièces non conformes, se dire à tant de pixels différents, à ce moment-là, on l'écarte. Et puis toutes celles qui sont similaires à 3 pixels identiques, on pourrait les accepter comme bonnes. Alors, théoriquement, oui. De manière pratique, non. Après, et justement, c'est ce qui a été fait ici. En fait, c'est toujours une seule image. En fait, toutes les images que vous voyez là, je ne sais pas si vous constatez, mais en fait, c'est toutes les mêmes. Elles ont juste été en fait modifiées par notre système pour ressembler à différentes choses et ensuite pour entraîner le modèle dessus. Donc si dans ce cas-là, vous voulez parler de ça, donc dans ce cas-là, oui, c'est possible de prendre une image et en gros de la transformer de toutes les manières possibles et imaginables pour qu'ensuite le modèle puisse apprendre de ça. Il y a certaines limitations, mais on va dire d'une manière théorique, c'est clairement possible. Après, la chose qui va rester très importante, c'est de tester ce modèle de manière réelle. Donc de toute façon, même si on a un système qui est complètement, on va dire, non supervisé, il va falloir à un moment lui montrer des défauts pour être sûr que le système fonctionne correctement. Ok, merci. Dans vos 2 présentations, finalement, le nombre d'échantillons que vous prenez est relativement faible, j'ai envie de dire, parce qu'une centaine de pièces pour entraîner un modèle d'IA, à partir de quel moment vous jugez justement que le système est efficace et à partir de quel moment le système devient instable parce qu'on l'a surentraîné? L'objectif, c'est qu'il n'est jamais surentraîné. Dans les systèmes, mais dans les manières dont on apprend au modèle, il n'est pas censé avoir de problème de surapprentissage. Il va pas pouvoir progresser plus loin et il va pas apprendre, on va dire, trop, qui va être trop spécialisé et ça va plus marcher. Et ça va être plus fait dans la manière dont le modèle est créé de lui-même. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Après, peut-être juste au niveau des 100 images, on est quand même loin encore, sur ce cas spécifique,
d'un processus qui est automatisé à 100%. On a toujours quand même qu'un tiers. Et dans ce cas-là, on est aussi sur un problème où c'est quand même très subjectif, où il y a beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, on était avec eux à 300 images. On a bien amélioré, on est presque à 70%, non? Mais on n'est toujours pas à 99,9% où on peut aller en vacances et tout fonctionne correctement. Donc il y a quand même des limites, surtout dans des problèmes qui sont aussi subjectifs que ça. Au final, il y aura toujours besoin un peu d'un humain derrière, d'autant qu'aussi la qualité change en fonction du temps et en fonction du client. Ça répond aussi à votre question, bien sûr. Pardon? Ça contredit un petit peu ce que vous venez de dire. De quelle manière? Dans le sens que c'est possible de tout automatiser et que tout le monde aille en vacances? Oui, vous m'avez dit tout à l'heure que l'automatisation à 100%, en tout cas pas pour ces 5 prochaines années, mais potentiellement oui. Mais là, vous nuancez. Pas dans le sens que le modèle, il sera toujours capable de vous dire si la pièce est bonne en accord de ce qu'il a été entraîné dessus. Mais au final, la décision finale, si c'est bon ou pas bon, généralement, elle va être prise par un humain parce qu'elle va dépendre de choses externes que le modèle ne sait pas. Donc c'est plus qu'au final, ça va être un outil, on va dire une sorte de mesure en gros, qui va vous donner, on dirait un score plus ou moins de perfection. Mais après, là où vous mettez justement la limite en disant, c'est à partir de ce moment-là que je dis que la pièce est bonne, c'est cette partie-là qui change et qui va être choisie par un humain justement. Je ne sais pas si ça est un peu plus clair si j'explique ça comme ça. Non, c'est pas clair? Après l'apéro. Je voulais seulement dire, c'est pour le madame plutôt. Ma femme elle travaillait en qualité, des fois il passait des choses vraiment mauvaises. Elle était à la fin du processus. Et avant elle, les personnes étaient censées découvrir beaucoup de choses qui passaient et c'était super évident. Donc un système comme celui-là peut servir à déceler plutôt des gros défauts et pour ne pas arriver jusqu'au bout du procès avec ces grandes choses. Mais après, il faut quand même quelqu'un qui à la fin fasse la décision finale. Moi je le vois plutôt comme ça. Je ne vois pas un système aujourd'hui, au moins je ne sais pas, qui dit du début jusqu'à la fin, ça va, on pouvait vendre, mais plutôt quelque chose qui sert à, parce qu'un humain c'est un humain, il a faim, il n'a pas bien dormi, il ne voit pas bien les choses, il n'incline pas assez de la pièce, je ne sais pas, et il y a des choses qui passent qui sont très évidentes, très souvent. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez utiliser ou pas. Non, je confirme, c'est une bonne manière de l'expliquer. Le système en lui-même, il serait capable de faire les choses à 100%, mais ça ne dépend pas forcément que du système si la pièce est acceptée ou pas à la fin. D'autres questions? J'ai une question, c'est quelle est la tolérance du modèle? En fait, le hard il va évoluer, si on a des éclairages plus puissants, des télépixels qui augmentent, qui diminuent, jusqu'à quel moment en fait on doit revoir le modèle complètement? Dans le cas de manufacturing, où on va entraîner un modèle avec des images, quel que soit le changement que vous faites, réentraîner le modèle après. Le fait que ça marche avec 10 images, justement parce que tout est vraiment contrôlé. Mais dès que vous changez un de ces paramètres, potentiellement la performance du modèle elle va chuter. Donc là, typiquement, j'imagine, ils ont leur système qui tombe en panne, le client, il doit changer de système, il devra réapprendre son modèle. Vous avez déjà les données qui ont été prises avant. En gros, c'est pareil que quand vous expliquez qu'il n'y a besoin que de 10 images, dans le sens où il a déjà appris beaucoup de choses, il sait déjà reconnaître. Il y a peut-être des nouveaux paramètres qui vont être ajoutés, dont il n'était pas au courant avant. Et pour être sûr que justement les choses fonctionnent comme elles devraient être, il est préférable de réentraîner. Ça répond à la question? Bien. Moi, j'ai encore 2 questions. Ok. Qui est-ce qui a... En fait, cette citation est qui? Parce que... Elle est de moi. D'accord, merci. Mais normalement, en fait, c'était une manière qu'on essayait d'expliquer, mais elle était en anglais, j'ai essayé de la traduire en français.
Je ne sais pas si c'est ça qui est un peu bizarre dedans. Non. Non, c'était juste pour savoir. Et puis, la dernière m'a échappé, donc on va arrêter là. Non, c'est une plaisanterie. Du coup, si vous n'avez plus de questions, si encore une question ou deux, on les prend volontiers. Bien. Et une question, je crois, au fond. Dernière question, alors. Vu que vous avez travaillé en Chine avec les voitures, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. On travaille aussi sur le cinétique, pas que du statique. Là, votre entreprise fait aussi du cinétique, ou seulement que des images? Vous voulez dire sur des vidéos? Voilà. Non, spécifiquement pour l'inspection visuelle de la qualité, on travaille que sur des images. Mais ça peut être des images qui sont extraites de vidéos, par contre. Ça répond. Super, merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup.